Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette nouvelle saison de l'émission Dans mon salon. Et mon premier invité de la saison, je suis vraiment contente de l'avoir. C'est une personne que je vois souvent, étant donné mon poste de journaliste, mais je dois dire que je ne le connais pas vraiment intimement. Je ne sais même pas s'il y a des enfants, voyez-vous. Donc, je vous présente, oui, le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier. Bonjour, Monsieur Bernier. Bonjour à toi. Tout d'abord, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui, mais oui. Ah, on se voit souvent quand même. À condition que moi aussi, je peux te tutoyer. Ah, bien sûr, okay. Bien sûr. Non, j'aime pas le vouvoiement. Non, bien... Je me sens pas encore là. Mais c'est important quand même, lorsqu'on se connaît moins, mais lorsqu'on commence à se connaître, c'est mieux de se tutoyer. C'est plus facile. C'est ça. Mais là, on se tutoie pour l'émission. Ben oui. Et en temps normal aussi. Effectivement, oui. À part quand il y a des gens autour de nous. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Quand même. Rénald Bernier, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous connais pas intimement dans le sens que, bon, on s'en va pas prendre des bières ensemble, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, tu sais, je vous connais peu. Je connais votre rôle de maire de Saint-Pascal, mais au-delà, non. Donc, moi, j'aimerais ça un peu vous découvrir dans cette émission-là. Tout d'abord, est-ce que vous êtes natif de Saint-Pascal? Mais oui, moi, je suis natif de Saint-Pascal. Moi, je suis né au monde dans un quartier qu'on appelle le Petit New York. New York? Toi, t'es pas natif de Saint-Pascal, fait que ça te dit rien. Non. Petit New York, c'est au sud du chemin de fer, en face, sur la rue Albert, la rue La Plante et la rue Adélard, ce quartier-là. Là. Pourquoi qu'il l'appelait le Petit New York? C'est une excellente question, je n'ai aucune. Ah, okay. Je sais pas. Peut-être parce que c'était populeux, parce que les familles, tu vois, chez nous, on était 7 enfants, le voisin était 10, et puis il y en a quelques-uns étaient un peu plus loin, étaient jusqu'à 14, des constants. Fait qu'il y avait beaucoup de monde, là. Oui, c'est ça, dans ce coin-là. Oui. Peut-être. C'est une hypothèse, je ne sais pas. Là. Fait que, oui, et vous m'avez dit que vous êtes une famille de 7 enfants, donc combien de frères, combien de sœurs? Un frère seulement. Un frère, OK. 5 sœurs. Ça, c'est pas drôle, ça. Comment c'était dans la famille? C'était qui les plus tannants? Est-ce que c'était toi et ton frère ou... Ce qu'on dit, c'était moi. Ah oui? Je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Bien, moi, je l'imagine. Un petit peu grippette. Un peu tannant, un peu, aller tester jusqu'où on peut aller. Là, la limite. C'est ça, la limite. Là, et puis là, j'étais content quand je réussissais parce que là, mes soeurs criaient « Maman, maman! » Fait que là, c'est plus les sœurs qui pourraient répondre à cette question-là. Effectivement. Mais il y avait un coin, là, quand j'étais tannant, ma mère disait « Va te mettre à genoux dans le coin. » Fait que, il semblait qu'à la fin, là, elle venait juste me regarder, puis je m'en allais dans le coin. Mais ça, j'y crois pas, là, ça m'était compté. Est-ce que tu étais le plus jeune, le plus vieux? Tu étais où dans le rang? Je suis en plein milieu. En plein milieu. Donc, je suis le 4e. Là, fait que, mais deux sœurs plus vieilles, un frère. Ensuite, j'ai 3 sœurs plus jeunes. Ouais. Et est-ce que vous n'étiez pas sur une ferme, hein, si je le comprends? Là, vous n'étiez pas un fils d'agriculteur. Qu'est-ce que vos parents faisaient? Mon père, lui, a gagné sa vie il était entrepreneur forestier. Fait qu'il il achetait des terres à bois, puis il les exploitait, il les revendait ou il les gardait. Et lui, contrairement à les gens qui faisaient le même métier que lui, il les a plus conservés. Il les a conservés. Fait que pour ça, au fil des ans, maintenant, il y a une banque de l'eau à bois qui était quand même intéressant parce qu'après ça, tu sais, le bois, la forêt, c'est comme un jardin. Ça pousse. Oui. Fait que même si tu récoltes, tu sais que 30, 40, 50 ans après, tu vas récolter sur le même parterre. Fait que, sauf que c'est un peu plus long, hein? C'est ça. Donc, ça donne... C'est pour ça que les gens de forêt ont une vision. C'est des gens plus patients, puis ils savent que éventuellement, oui, ça va arriver, mais il faut être patient. Contrairement au fond, c'est comme un agriculteur. L'agriculteur sème, puis il récolte à l'automne. Ben, nous, quand on sème, on récolte 40, 50, 60 ans plus tard. Fait que c'est comme ça. Fait que c'est pour ça que mon père, c'est ça, il a gagné sa vie comme dans ce domaine-là. Et puis, il a fondé une compagnie. Fait que c'est sûr que c'est devenu une compagnie familiale. Mon frère et moi, on a travaillé
dans l'entreprise. Et j'avais aussi une sœur qui a travaillé avec nous dans l'entreprise pendant plusieurs années. Mais est-ce que c'était des terres seulement dans le Kamouraska ou c'était plus loin, là? C'était surtout dans le Kamouraska, dans Saint-Bruno. C'était Saint-Bruno, là, vraiment. Parce que mon père, lui, était natif de Saint-Bruno. OK. Ça fait qu'il a surtout fait affaire à Saint-Bruno. Mais après ça, quand ça s'est élargi, Mont-Carmel, Saint-Gabriel, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, tout ce qui est dans le Kamouraska aussi, qu'on appelle le Haut-Pays, au fond, où il y a de la forêt. Et puis, il a été aussi dans le comté de l'Îlet, aux côtés. Fait qu'il a acheté des terres dans le coin de la route de l'Espérance, jusqu'à Montmagny, en haut de Montmagny. Fait que, c'est pour ça qu'éventuellement, si je vous parle de la compagnie, parce que mon frère Richard et moi, on a pris les rênes d'entreprise. Elle s'appelait comment, la compagnie? Est-ce qu'elle existe encore? Non, OK. Parce que ça, je vous raconterai. Oui, on va suivre les étapes, là, mais OK. Ça s'appelait comment? Hervé Bernier Incorporé. Okay. Le nom de mon père, c'était Hervé Bernier, fait que c'est devenu Hervé Bernier Incorporé. Puis on a acheté quand même quelques massifs plus importants. Il y avait, je ne sais pas, Rivière-Manie, si ça vous dit quelque chose. Non. Donc, le village de Rivière-Manie, ça, c'est en haut de Saint-Bruno. OK. C'est un village où il y a eu une scierie anciennement, puis il y a eu beaucoup de... Même à un moment donné, c'était plus gros que Saint-Bruno. Il y avait plusieurs familles, et puis la vie se passait autour du moulin à scie. Et éventuellement, le moulin à scie a fermé dans les années 60 à peu près. Fait que le village, il s'est comme éteint? Oui, c'est éteint. OK. Et puis les terres, la compagnie, nous, on a acheté les terres de Napoléon Gagnon et Fils, Incorporé, c'était à eux que ça appartenait. OK. Fait qu'il y avait il y avait 40 lots à bois autour de ça, fait que on a acheté ça. Donc là, la compagnie a pris comme un bon, là. Bien, dans le fond, vous achetez des terres, vous coupiez les bois. Le bois mature, puis on faisait des travaux sylvicoles, on replantait, on faisait des choses comme ça. Okay. Mais vous exportiez votre bois ailleurs. C'est ça, on vendait ici dans la région, chez Denisot Lebel, et puis à l'époque, c'était un moulin des Ouellettes à Saint-Joseph, c'était comme ça s'appelait. Puis à un moment donné, Denisot Lebel a acheté le moulin, fait qu'on a livré. On livrait aussi à Saint-Pamphile, dans les usines frontalières. Fait que, donc, dans les lots qu'il y avait à l'Îlet, on a fait un échange avec le ministère des Forêts pour un rang au complet en haut de Saint-Bruno, sur Pinchot et Chabot. Donc là, on a comme consolidé les propriétés de l'entreprise autour de ça. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, en 97, on a parti une pourvoirie. On a mis sur pied une pourvoirie. Parce qu'il y avait des gens qui venaient à la chasse chez nous, puis c'était difficile à contrôler. C'était mais pas la pourvoirie des Trois-Lacs, là? Oui, c'est ça. C'est ça? La pourvoirie des Trois-Lacs, oui, c'est ça. Ouais. Donc, en 97, on a fondé la pourvoirie des Trois-Lacs, parce qu'on avait aussi, entre-temps, acheté ce qui s'appelle le centre touristique de la Manie, parce que, surtout, non plus ça ne dit rien, mais les gens qui sont du coin se souviennent de la centre touristique de la Manie. C'était un centre de ski de fond. Fait qu'il y avait des sentiers de ski de fond, puis à un moment donné, ça a été abandonné. Puis il y avait quand même des bâtiments qui étaient intéressants. Fait que nous, on a acheté des bâtiments et le terrain. Fait que, puis donc, ça c'était en 88, puis en 97, on a dit, tant qu'à avoir tout ça, puis il se faisait un peu de braconnage, puis ça fait qu'on s'est dit, on va ouvrir le terrain au public. Donc, on a signé une entente avec le ministère de la Faune. Et puis, là, on a fait des zones pour la chasse. Et puis, on a ensemencé les lacs. Ça fait qu'on a ouvert ça au public. Ça fait qu'il est devenu pourvoirie en 97. Est-ce que ça a été vraiment là, votre emploi là, non, principal dans votre vie? La pourvoirie, non. Non, mais de gérer oui, avec la compagnie, avec votre frère, ça a été vraiment ça le gros de votre vie? Oui. Par contre, moi, j'ai quand même eu une étape dans ma vie où je me suis moins impliqué un peu parce que moi, je suis allé étudier à l'extérieur, je suis allé étudier à Sherbrooke. Fait que j'ai fait un bac en économie. OK. Fait que quand je suis revenu de là, j'ai travaillé en entreprise, mais à un moment donné, j'ai eu un coup de téléphone du cégep. Ils m'ont demandé de voir si je voulais enseigner parce qu'il y avait Conrad Paquette qui était enseignant en économique. Puis là, Conrad avait plus d'enseigner. Il était chef du département et puis il était aussi président du syndicat. Ça fait que là, il y avait besoin de quelqu'un pour donner les cours. Fait que moi, naïvement, j'ai dit, oui, je vais y aller. Mais quand j'ai commencé, puis il a fallu que je prépare des cours, puis etc. Oui. J'étais économiste, mais je n'étais pas professeur. C'est autre chose, hein? Fait que, on dit que la première session, ça a été assez rough, c'était difficile. Mais on prend l'expérience. Oui, c'est J'ai fait ça pendant quelques années. Ah oui? Jusqu'en 92, là. Mais je faisais les deux, par contre. Je dirigeais l'entreprise chez nous, puis j'étais aussi professeur. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une décision, j'ai laissé tomber l'enseignement parce que les deux ensemble, c'était trop. Là, okay. À un moment donné, il faut choisir. Fait que, donc, avec mon frère, on faisait une bonne équipe. Fait que lui était plus terrain, moi, j'étais plus
plus dans le bureau. Vous aviez chacun vos forces. Oui, c'est pour ça que l'entreprise a très bien été, jusqu'à temps qu'on décide de vendre en 2006. Et puis, lorsqu'on a vendu, on n'était pas vraiment à vendre, mais disons que Papier Cascade, pour ça vous dit quelque chose, bien sûr. On les a rencontrés, ils voulaient nous voir, puis ils voulaient faire un offre d'achat. Fait qu'on a dit, bon, on va les rencontrer, on verra. Puis finalement, ben, ça a été intéressant. C'était une offre intéressante, puis on a décidé de vendre. C'est sûr que vendre une terre à bois ou en vendre plusieurs, c'est pas comme vendre une usine. Hein. Une terre, c'est une terre. Vous parlez de ça, un agriculteur qui vend sa terre, oui. ça nous prend un petit peu. Là. Ça prend au cœur un peu. Fait que c'est sûr. Mais par contre, ça, c'était le cœur qui parlait, mais la tête, bon, ben c'est la tête qui a décidé. On dit, bon, ben on vend parce que... Et puis, on a bien fait parce que, vous voyez ça, nous, on a vendu en avril 2006. Et en mai 2006, il y avait un crash au niveau de la forêt, là, puis une crise forestière. On sort de cette crise-là là, depuis 2 ans. C'était un bon coup. Oui, un bon coup, oui. Puis pour Papier Cascade aussi, parce que ça sécurisait leurs approvisionnements, parce que ça, c'était surtout forêt publique, là, donc là, il y avait forêt privée. Vous dites que, dans le fond, c'est un peu poignant de vendre ces terres parce qu'on a un attachement, mais en plus, c'est comme un legs de votre père aussi en même temps. Effectivement, là. Mais mon père est encore vivant lorsqu'on a vendu, c'est sûr que... Comment il a pris ça, lui? Ben, il a pris ça dur, c'est sûr. Oui, hein? Ben oui, puis c'est sûr. Mais il a compris, au fond, par après, là, on a bien vu qu'au fond, on avait fait une bonne... c'était une bonne chose avant. Mais c'est sûr, encore aujourd'hui, j'y repense. Là, ah oui? Ben oui, c'est sûr. Mais je suis resté quand même dans le domaine forestier. Mais vous avez encore quelques petites terres ou c'est vraiment fini? On a gardé quelques-unes. Ah oui, OK. Oui, au moins. Oui, quelques-unes pour s'amuser, comme on dit. Mais finalement, on ne s'est pas amusé depuis ce temps-là. On a fait d'autres choses. On a beaucoup de projets, mais des fois, on ne peut pas tous les faire. C'est ça. Mais ça reste. Hein. La Terre, c'est de la Terre. La planète est d'une certaine grosseur. Hein. Fait que il y aura jamais, elle grossira jamais. Ça fait que la valeur de la terre va toujours aller en augmentant. C'est une question d'offre et de demande. Ça fait que l'offre est limitée, puis la demande va toujours aller en augmentant parce que plus ça va, plus la population augmente. Ça fait que donc c'est bon d'en avoir. C'est bon d'en avoir. Dans un portefeuille diversifié, c'est bon d'en garder. C'est ça, on va dire ça comme ça. Mais là, je trouve qu'on a été un peu trop vite. Ben oui. Hein? Parce que ça allait, là, on suivait le fil, mais quand même, on va retourner un petit peu avant. On va revenir, oui. On va revenir parce que vous avez commencé l'école très, très tôt. Ça, c'est quand même spécial. Ben à l'époque, c'était pas inhabituel. Moi, au fond, j'étais un enfant de la Réforme parce que mon frère Richard, qui a 1 an et demi plus vieux que moi, lui avait... Je vais te donner un exemple. Il a étudié le catéchisme, tu sais, puis il n'y avait pas d'école maternelle. Moi, j'ai commencé maternelle et la catéchèse. C'était nouveau. C'est wow. Ça fait que moi, le catéchisme, ça ne me disait absolument rien. Fait que ça, c'était comme la réforme, la première réforme scolaire. Tu sais. Ça fait que j'ai commencé avec ça, donc j'avais 4 ans. Mais vous étiez un genre d'intellectuel à l'école, là. Vous aimiez apprendre? Vous n'étiez pas tannant à l'école? Non, dans l'école, non. J'aimais apprendre, c'est ça. Fait que quand tu aimes apprendre, ben, tu es là, tu écoutes, puis tu as hâte à la suite. J'avais toujours hâte. Bon, ça va être quoi la prochaine affaire qu'on va apprendre? Puis j'ai toujours aimé l'histoire. Ça, c'est clair. Histoire, géographie, c'était mon dada, ouais, c'est ça. Fait que même je lisais les livres d'histoire lorsqu'on le recevait au début de l'année, puis là, je passais au travers, puis là, parce que ça m'intéressait. Je lisais ça comme une histoire, au fond. Fait que, sauf que vous vous ennuyiez le reste de l'année? Oui. C'est sûr que des fois, oui, je m'ennuyais, là, mais ça... Je ne devais pas être le seul, là, ça fait que je n'étais pas une exception. Mais par contre, quand j'étais rendu en 6e année, ça a été l'année où la 7e année disparaissait. OK. Fait que là, je me suis retrouvé en secondaire 1 avec mon frère, dans la même classe que mon frère. Par contre, là, en secondaire 4, là, j'ai pas fait secondaire 5. J'ai sauté au cégep. Parce qu'il y avait un projet pilote qui essayait, puis là, des gens qui pouvaient se qualifier, qui avaient des notes suffisantes, bien là, ils ont proposé ça. Puis là, j'ai dit, naïvement, j'ai dit oui. Ben oui, pourquoi pas? Ça va aller plus vite. Ça fait que... Donc, 15 ans au cégep, c'était... 15 ans au cégep. C'était... Intellectuellement, c'était pas pire, c'est juste que socialement, je n'étais pas là. Tu te ramasses avec des gens de 17 ans, 18 ans, puis ben là, t'es pas au même niveau. Hein? Fait que, au niveau social. C'est ça, au niveau social. Mais au niveau intellectuel, il n'y avait pas de problème. Fait que, après ça, l'université à Sherbrooke à 17 ans. À l'université en quoi?
En économie. En économie, OK. Économique, ouais, une mineure et une majeure en économie, puis une mineure en économie aussi, les deux. Fait que, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Là. Fait que j'ai passé 4 ans à Sherbrooke, ouais, parce que j'avais commencé une maîtrise. Fait une maîtrise en économique. Et puis là, l'année de la maîtrise, on a fait une grève étudiante au département d'économique, le plus petit département qu'il y avait à l'Université de Sherbrooke. Nous, c'était quoi le prétexte de la grève? Parce que ça prend toujours un prétexte, ça fait la grève. J'espère, oui. quand même. Fait que là, c'est ça, c'est parce qu'il y avait donc, quelques professeurs, puis il y avait un qu'on trouvait qui était, nous, les étudiants, d'après nous, il donnait un autre visage de l'économie, tu sais, ça fait plus social, puis ça fait que... Et puis, il voulait le mettre à la porte pour... bon, nous autres, on trouvait que la raison était futile, hein, c'est sûr. OK, vous n'étiez pas d'accord à son renvoi? Non, on voulait qu'il demeure. Fait qu'on a dit, bon, on va faire la grève. Ça fait qu'on l'association étudiante en économique, on a dit, ben, nous autres, on se met en grève. Au début de l'année ou... C'était la deuxième session. Deuxième session débutée. Fait que l'année donc la maîtrise, deuxième année, la deuxième session de maîtrise, ben, ça a été la grève. Puis on a fait ça jusqu'en mai, là. Ah oui, on n'a pas recommencé les cours. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux professeur? C'est pas su, ben là, ils l'ont mis à porte pareil. Ah, pour vrai. Mais nous, ça a été une belle expérience. Par contre, ça nous a... Ben, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a donné le goût parce que je me suis impliqué. J'étais le secrétaire de l'association. Ça fait que là, on organisait, puis on avait des assemblées générales, puis c'était bien... On a eu plusieurs assemblées générales. Là. Ah, ouais. Là, c'était sur le bord de la grève, de finir la grève. On trouvait des bons arguments, puis non, puis il faut continuer, puis il ne faut pas lâcher. Ça fait que, c'est une sorte de confiance en soi aussi qu'on récolte en faisant ça aussi. Oui, puis c'est de l'expérience. Cette expérience-là m'a servi plus tard, me sert aussi aujourd'hui. Là, fait que, ouais, parce que au fond, à cette époque-là, ben là, on n'était pas on faisait pas de nuances beaucoup. Hein? Tout est noir, tout est blanc. Là, fait que, mais avec la vie, on apprend que c'est pas comme ça. Hein? Ouais. Fait que tout est nuancé. Hein? Fait qu'en demi-ton. Fait que... Et là, vous avez terminé vos études à l'université, assez jeune. J'avais 20 ans. 20 ans. Probablement le plus jeune économiste au Québec. Ah oui, on pourrait faire un recensement. Ben oui, peut-être, c'est intéressant de faire. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. mais lorsque j'ai terminé, c'était en 1979, c'est ça. Au niveau de l'engagement, parce que économiste, c'est surtout en fonction publique. Dans la fonction publique, on peut avoir du travail comme professeur. Mais là, c'est sûr que là, un peu comme ce qu'on vient de vivre, fait qu'il y avait beaucoup on n'engageait plus. On n'engageait plus en fonction publique. Même, disons qu'on dégraissait l'appareil. Fait que c'est sûr que c'était plus difficile de se trouver de l'emploi. C'était plus contingenté quand vous avez sorti. Quand tu as sorti. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que je suis revenu à Saint-Pascal. De toute façon, je savais que j'allais avoir de l'ouvrage dans l'entreprise. Ça fait que... Mais c'est ça. Tu le savais, dans le fond, que tu terminais, mais que tu allais probablement aller dans l'entreprise avec ton père et ton frère, ou c'était pas clair encore? Non, c'était pas clair, non. À 20 ans, là, c'est pas clair, cette affaire-là. Ça fait que... Non, c'était pas prévu. Mais je dis, bon, il faut que je travaille. Fait que je suis revenu ici, j'étais embarqué dans l'entreprise, et puis là, je suis travaillé... pas nécessairement dans la comptabilité puis dans la gestion, mais j'étais plus sur le plancher des vaches. Là. Comme j'avais appris, j'ai appris à bûcher, à débarder du bois, à conduire des camions, puis j'ai fait ça toute ma vie quand j'étais jeune, toute ma vie. Quand j'étais plus jeune, disons. Fait que c'est toutes des choses que je savais faire. Ça fait que c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Puis après ça, là, au fil des ans, j'ai pris la gestion de l'entreprise avec mon frère. Puis c'est comme ça. Ça s'est fait tranquillement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'expérience, c'est important. Il faut savoir, avant de parler de quelque chose, il faut savoir comment ça se passe. Ça fait qu'il n'y a rien comme de l'apprendre nous-mêmes. Avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que tu saches comment le faire, puis si c'est possible de le faire, puis à quel rythme. Ça fait que c'est important. C'est ce que l'expérience, ça ne s'achète pas. Hein. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Mais le lien là, qui vous unit avec la forêt, là, c'est quand même un lien fort. Là. Vous militez en quelque sorte là, pour... Je suis demeuré dans le domaine forestier parce que il y a ce qu'on appelle des groupements forestiers. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Ça, la genèse des groupements forestiers, c'est... il y en a encore qui s'appellent des organismes de gestion en commun. Donc, c'est plus que la forêt. Quand c'est venu au monde, ça, c'est lors de le BAEQ, est-ce que ça dit quelque chose? Non.
dans les fins des années 60 à peu près, il y avait des planificateurs du gouvernement du Québec qui avaient décidé qu'eux autres, les petites paroisses, il fallait fermer ça parce qu'il fallait concentrer ça dans les villes plus grosses, puis pour faire des économies d'échelle, etc., etc. Ça fait qu'ils ont dit, bon, ben nous autres, on va fermer, ça a commencé dans le Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie, fait que même il y en a qui ont eu le temps de se fermer, le village comme tel. Fait que ces gens-là, ils ont été dans des villes un petit peu plus gros, ou un petit peu plus grosses, ou les villages plus gros. Fait que, en réaction à ça, les gens se sont organisés, ils ont dit, bon, pour empêcher la fermeture des villages, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi, nous autres, nos actifs les plus importants, c'est des terres à bois. Fait qu'ils ont dit, bon, on va mettre nos terres à bois ensemble, et puis on va aller voir le gouvernement, puis on va leur demander qu'ils mettent un programme sur pied pour nous aider à mettre en valeur nos terres à bois. Okay? Donc, des programmes sylvicoles. C'est-à-dire que faire de la plantation, du dégagement de plantation ensuite, faire des éclaircies précommerciales, en tout cas, tout ce qui s'appelle sylviculture, c'est pour faire donner de la richesse là, à leur boisé. Ça fait qu'ils ont réussi. Puis c'est comme ça que le premier programme forestier a été mis sur pied grâce à ça, en forêt privée, je parle. Et puis, donc après ça, les groupements forestiers, un organisme de gestion en commun, c'est devenu des groupements forestiers. Puis les groupements forestiers, bien, il y en a maintenant 41. Et puis, répandus à travers le Québec? À travers le Québec. Puis, on a une association provinciale. Donc, moi, je suis président de l'association provinciale depuis 2009. En même temps, finalement, que j'ai été élu maire ici à Saint-Pascal. Mais votre rôle en tant que président, c'est un peu avoir le pouls de tous et chacun? C'est quoi votre rôle? Bien, ça s'appelle le RESAM, ça, le regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec. Donc, c'est le regroupement des groupements forestiers. Et puis, c'est un rôle on fait du lobbyisme. C'est de la représentation auprès des gouvernements, différents ministères pour justement convaincre les différents ministères que c'est important d'investir en forêt, public et privé, mais nous, c'est surtout privé, d'investir en forêt privée parce que c'est une richesse que si tu l'aménages, bien, on va augmenter la possibilité forestière beaucoup plus, et puis que si tu la laisses aller. Tu sais. Fait que, parce que c'est une richesse, donc il faut la mettre en valeur, cette richesse-là. Aujourd'hui, même, on dit, plusieurs pensent que la forêt, c'est dans le passé, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est encore le secteur économique le plus important du Québec. Fait que c'est quand même pas rien. Dans le Bas-Saint-Laurent aussi, c'est très important. Dans le Bas-Saint-Laurent, la moitié des emplois manufacturiers relèvent de la forêt. Fait que c'est pas rien. Puis même chose, si on pense à la circonscription Côte-du-Sud, on a juste à penser à l'île, les usines frontalières, tout ça. Donc c'est très, très important, la forêt. Fait que pour transformer le bois, il faut aller chercher quelque part, il faut qu'il pousse. Oui, hein? Pour qu'il pousse plus vite, tu fais de l'aménagement forestier. Ça fait que c'est pour ça que c'est important. Puis le forestier en chef, Louis Pelletier, a même... parce que nous, on le dit instinctivement, on dit, quand tu fais des travaux sylvicoles, ce que ça a comme impact, c'est que ça va faire augmenter, ça va faire pousser la forêt plus vite, puis ça va augmenter le volume, ça va augmenter le rendement de la forêt. Et puis tout ça, ça permet de la lutte contre les changements climatiques. C'est important parce que, contrairement à ce que les gens pensent, une forêt qui est mature, elle finit par émettre des gaz à effet de serre. Fait que c'est les jeunes forêts qui vont capter le plus de gaz à effet de serre. Donc, si tu veux avoir une jeune forêt, il faut que tu remplaces la vieille forêt par une jeune forêt parce que c'est important. Fait qu'il ne faut pas laisser la forêt dépérir puis que les arbres tombent. Quand les arbres tombent, ils émettent du GES. Donc, il faut récolter avant que les arbres tombent à terre. Fait que tu récoltes l'arbre, tu emprisonnes les gaz à effet de serre à l'intérieur de tes 2x4 ou de tes planchers de bois, etc. Fait que, puis là, tu remplaces par une nouvelle forêt qui, elle, pousse, puis elle capte des gaz à effet de serre. Parce que c'est un peu comme l'image de la baignoire. Une baignoire. On a beau fermer le robinet le plus qu'on peut, quand on émet des gaz à effet de serre, mais à un moment donné, il faut capter ces gaz-là, donc un puits de carbone qu'on appelle, là, tu enlèves le bouchon, puis là, il faut que tu enlèves le bouchon, puis l'eau coule, donc les gaz à effet de serre, tu les captes aussi par les jeunes forêts. Donc, c'est intéressant, ça. C'est pas tout le monde qui savent ça, parce tout. qu'on a le réflexe, les gens les environnementalistes, eux autres le savent foncièrement, mais les gens qui le discours, c'est pas dit souvent ça. C'est important de le dire parce que oui, c'est important d'avoir une forêt diversifiée, puis avoir des aires protégées, puis faire attention à des contraintes environnementales, c'est important. Mais il faut aussi se dire que c'est important de récolter parce qu'il faut remplacer par de la nouvelle forêt.
c'est bien, bien important. Puis pour ce faire, bien, tant qu'à avoir une nouvelle forêt, bien, ramassons, puis mettons en valeur ce qu'on ramasse. Donc, on récolte, on transforme, parce qu'un mètre cube transformé, ça crée de la richesse, pas seulement que pour le propriétaire, mais aussi pour l'État, parce que l'État ramasse 50 chaque mètre de cube transformé qui passe dans un moulin assis. L'État récolte 50 fait que c'est pas rien, c'est en taxes, impôts, etc. Puis ça, c'est de la richesse collective. Hein. Fait que, voilà. Je savais, j'apprendrais plein de choses avec toi, Rénald. OK, ça fait plaisir. Mais c'est des choses que... C'est sûr que on prend, des fois, on prend pour acquis des choses qu'on se dit, bon, tout le monde sait ça, mais non. C'est dans un petit cercle, puis... mais c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on a l'occasion de le dire, il faut le dire, puis c'est important. Et donc, on revient... Ben oui, hein, parce que je parle pas beaucoup de moi, là, hein, c'est ça. Non, mais on va revenir, hein, c'est le fun. On peut déborder, mais on revient toujours à l'essentiel, et c'est toi, Rénald. L'essentiel. Bon. OK, l'essentiel. Là, tu as terminé l'université. Oui. Tu reviens ici. Oui. Tu pars avec ton frère dans la compagnie à ton père. C'est ça, oui. On fait ça pendant un bout? Oui, de 80 jusqu'en 2006, c'est ça. 2006. Donc, entre-temps, vous avez enseigné l'économie au cégep. Oui, c'est ça. Après, vous décidez d'être là encore pendant un bout à l'entreprise? Oui. Parce qu'on a fait grossir l'entreprise, parce que nous, on avait de l'ambition, hein, puis ben, c'est normal, tout le monde a de l'ambition. Quand tu es en affaires, tu as toujours de l'ambition, fait qu'on avait toujours des plateaux qu'on visait. Fait que, mais il faut en avoir de l'ambition. Ben oui, c'est ça. Il faut avoir de la vision en entreprise. Lorsqu'on a vendu, on avait 10 000 hectares de forêt lorsqu'on a décidé de vendre. Fait que, puis là, ben, on visait plus haut. Puis on s'en allait vers... le Bas-Saint-Laurent. On avait acheté des terres dans le coin de Matane. OK. Ça commençait vraiment à être large, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'ici, il y avait moins à vendre. Et puis, on a dit, bon, on va se diriger. On avait acheté dans le Témiscouata, dans la Rivière-du-Loup, mais là, on était rendu dans le coin de Matane. Mais ça, ceux-là, finalement, n'ont pas fait partie de la transaction parce qu'on était en train de faire ça lorsqu'on a vendu. Vous voyez, nous autres, on était encore en mode expansion. C'était vraiment pas prévu de vendre. Là. On était en mode expansion. On a même acheté un lot à Percé, imagine. Parce qu'il était stratégique, parce qu'il y avait un moulin assis pas loin. On dit, bon, ben, parce que nous, on faisait notre transport nous-mêmes. Fait que ça change un peu, ça change un peu la façon d'envisager lorsque tu achètes une terre à bois. Parce que quand tu fais ton transport, ben, c'est sûr que tu as une économie, puis c'est toi qui choisis ton transporteur, c'est toi qui le transporte. Fait que tu peux choisir aussi l'endroit où est-ce que tu vas le livrer, etc. Fait que, voilà. Mais finalement, ça a changé. Ça a changé les plans. Mais femmes et enfants, c'est arrivé quand, ça? Oui, c'est important. Parce que je crois que vous avez des enfants. Je disais tantôt, je ne le savais pas, mais je pense que oui. Là. Oui. J'ai commencé. Ben, on va commencer par... oui. Avant d'avoir des enfants, ça prend une blonde. Oui. Fait que, ben là, j'ai rencontré mon épouse, elle s'appelle Jacinthe. J'avais 17 ans. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.